Mesdames et messieurs, meilleurs vœux, bonne année. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir, en ce premier jour de l'année 2023, pour parler justement du bilan de 2022, mais également de décrypter tout ce qui a été fait dans l'actualité, dans le domaine des médias, du cinéma ou de l'audiovisuel. Ce soir, nous allons parler du bilan 2022 avec cette question lancinante: quelle télévision pour 2023? Alors, messieurs, meilleurs vœux, bonne année. Faisal, Reda et Sofiane. Meilleurs vœux, bonne année. Meilleurs vœux. Vous avez bien commencé l'année 2023? Oui, la transition était faite en théâtre. Parce que En théâtre, voilà. oui. Je sais que vous travaillez actuellement dans le cadre justement du Festival du théâtre national. Professionnel. Donc, La 15e édition, oui. C'est voilà, terminé ce soir. Ce soir, avec un beau palmarès, j'espère. Oui, un beau palmarès. C'est toujours beau de terminer l'année, de commencer l'année avec du théâtre. On est dans l'art, dans la Alors, culture. il paraît que Reda Harirash était venu au théâtre, chose qui ne lui arrive pas c'est souvent. une bonne nouvelle. De temps à autre, je m'y rends. Oui, parce qu'il y avait une pièce de Ahmed Rezek qui s'appelle Tefihoun et qui critique un peu les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, Ahmed Rezek a obtenu le prix Les influenceurs, du meilleur metteur en scène. Les influenceurs, les effets négatifs des réseaux sociaux, parce qu'on n'en parle pas assez. C'est la première fois que le théâtre s'intéresse à cette thématique. Comment ça se fait justement? Le théâtre s'intéresse à des sujets qui sont généralement traités par l'audiovisuel. Oui, parce que le théâtre, c'est aussi le miroir de la société. Avant la télévision, avant les réseaux sociaux, avant même le cinéma, le théâtre existait. Le théâtre existe depuis les anciens temps et il a toujours exprimé les intérêts et les préoccupations de la société. On dit que le théâtre, c'est la vie. Donc, c'est pour ça que le théâtre est toujours resté, toujours là depuis des milliers d'années, malgré l'existence d'autres médias, parce qu'il a un rôle important à jouer dans la société. Alors, avant de commencer le débat, messieurs, nous allons voir un zapping des meilleurs moments ou des plus importants moments, parfois difficiles, parfois heureux, parfois joyeux, de l'année 2022. Il y a eu beaucoup d'événements importants, des disparitions aussi. Nous allons voir ça en images et on revient au débat. خليك محلك تتحركيش مجاهد تتحركيش О принятии в состав России Донецкой Народной Республики. Продовольство з вини Росії. Єгипет.
Voilà, c'était les principales images de 2022. Bien sûr, nous avons reconnu les images de l'assassinat de Shirin Abu Akleh, mais également la guerre en Ukraine et un petit peu la fin du Covid. Nous avons vu un petit peu la campagne de vaccination et surtout le retour du pèlerinage à la Mecque après la fin du Covid. La réélection de Macron, mais aussi la Coupe du Monde du Qatar et surtout la mort de la reine Elisabeth II. Il y a eu aussi d'autres événements que nous n'avons pas pu résumer dans cette séquence. Sofiane Baroudi, à votre avis, quelle est l'image marquante de cette année, de l'année 2022 ? Je pense qu'il y a deux images qui sont marquantes, en tout cas pour moi. C'est le sommet arabe d'Alger et aussi la réunion des organisations palestiniennes, réunion historique qui a aussi lieu à Alger. Pour moi, ça fait partie vraiment des deux événements qui sont liés, les plus importants de l'année, parce qu'il s'agit aussi de la volonté de reconstruction d'un front uni, d'un panarabisme, si vous voulez, réinventé, qui, si vous voulez, puisse s'approfondir dans des décennies de luttes qui sont des luttes aussi perpétuelles. Il y a aussi des images qui ont été marquantes, par exemple la réélection de Lula au Brésil, qui est un événement quand même important d'un point de vue géopolitique. Qui a été installé aujourd'hui. Oui, dont l'investiture a été aujourd'hui, avec la présence d'ailleurs du président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Borrali, qui a représenté le président de la République. C'est ça, ouais. Et en absence de Bolsonaro, qui est parti Bolsonaro qui est parti 2 jours avant l'investiture. Ce que je n'ai jamais vu dans l'histoire du Brésil. On a dit qu'il a fui le pays. Il y a aussi, si vous voulez, une volonté de la part, exactement. Il n'a pas officiellement félicité le... Oui, il ne veut pas reconnaître. C'est un peu un scénario à l'américaine qui est tenté, c'est-à-dire que même aux États-Unis, après l'élection de Biden, il y a eu un moment où il y a eu une non-reconnaissance de la droite dure trumpiste. C'est un peu le même scénario qui est tenté au Brésil, un peu une désobéissance. Il y a une volonté d'appel à la désobéissance et à l'agitation. Mais on va dire que c'est vraiment un moment qui ouvre, si vous voulez, une nouvelle perspective en Amérique du Sud, mais pas seulement, qui renseigne aussi sur un vent nouveau qui permet de redonner espoir, notamment avec l'événement phare de l'année, qui est la reprise d'un conflit de haute intensité en Europe, ce qui augure un peu d'horizons difficiles, non seulement économiquement avec la crise énergétique, etc., mais aussi politiquement parlant, parce que, si vous voulez, le cœur de la crise en Ukraine est une question qui a été une question historiquement très clivante et qui a déclenché déjà 2 guerres mondiales en Europe, la question des nationalités. Donc ça reste vraiment une lueur d'espoir, à mon avis, en contraste avec une réalité qui est une réalité complexe. Il y a un autre événement, c'est la disparition de Mikhail Gorbatchev, qui est un petit peu le père de la perestroïka, également, si on veut, le symbole de la déstructuration de l'URSS. Exactement. C'est-à-dire que, si vous voulez, Gorbatchev représente à la fois la volonté soviétique, mais par la suite aussi russe, de s'intégrer, si vous voulez, à la donne d'un ordre mondial qui serait contrôlé par l'Occident. Et la disparition justement de Gorbatchev a coïncidé, en tout cas dans l'opinion russe, avec la fin de cette volonté utopique d'intégration dans le modèle occidental que, si vous voulez, la Russie, Moscou actuellement, reproche aux Occidentaux de ne pas avoir vraiment permis une intégration effective de la Russie et d'avoir essayé une politique d'endiguement, une politique de cantonnement de la puissance russe. Sur cet événement, Reda Harirash, il faut signaler qu'il y avait une guerre médiatique entre l'Europe ou l'Occident et la Russie, puisque le conflit ukrainien a créé un fossé entre la Russie et les pays occidentaux alliés de l'Ukraine, puisque la Russie a été écartée de tous les événements internationaux, que ce soit des événements économiques, stratégiques, militaires, sportifs, même culturels. Donc la Russie est sommairement écartée de toute manifestation internationale. Ça a été un petit peu un événement, l'un des plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale, si on peut dire. C'est un événement majeur parce qu'il marque probablement la fin d'une période. Et la fin de cette période-là, elle est davantage représentée par le décès de la reine Elisabeth II. Tout à fait. Parce que la reine Elisabeth II a été, qu'on le veuille ou pas, un acteur majeur de la guerre froide. Et c'est sous son règne, cette femme a connu Winston Churchill, et c'est lui qui l'a initié au principe de la diplomatie britannique. Et c'est lui aussi qui l'a orienté dans le sens
de l'Alliance Atlantique qui s'est mise en place progressivement au cours des années 50. Donc la disparition de la reine Elisabeth II, à titre symbolique, c'est quelque chose qui n'a pas été suffisamment, je dirais, acté en tant qu'événement politique, mais très probablement que ça marque la fin réellement du XXe siècle d'un point de vue historique et le début du XXIe siècle. Comme c'est le cas aussi d'un autre événement qui a eu lieu ces derniers jours, c'est la disparition du roi du football, Pelé. Pelé, oui. Bolsonaro, ça a éclipsé d'ailleurs. Il y a eu une tentative de Bolsonaro de faire le buzz autour de l'élection de Lula, comme l'avait fait Trump aux États-Unis. Mais la disparition du roi Pelé a fait que... effacé un petit peu tous les... Non seulement ça a effacé, campagne, quoi. mais Pelé, c'est une figure qui représente l'unité du Brésil. En 1970, il avait déjà pris sa retraite footballistique internationale. Il avait des intentions politiques. Il pouvait même être élu président un certain temps. Les militaires qui étaient au pouvoir au Brésil l'ont rappelé de sa retraite pour participer à sa dernière Coupe du Monde en 1970. Il est revenu, il a donc remporté cette 3e édition et par la suite, c'est devenu une icône c'était devenu le Brésilien pratiquement le plus connu au cours de ce XXe siècle. Et donc la disparition de Pelé aussi marque la fin d'une période où l'argent ne prédominait pas dans le monde du football, parce que le défunt Pelé avait dit « Moi, ma passion, c'était le football, et le football avant tout », même si par la suite, il a bénéficié de sa notoriété, mais l'argent qu'il a pu accumuler, c'était après la fin de sa carrière. Lui, il disait, moi, j'ai joué uniquement, essentiellement en Amérique du Sud, et c'était pour mon pays, et il ne jouait pas pour tel ou tel club, et surtout pas pour des raisons financières. Et depuis, ça a nettement changé. Donc voilà, c'est quelques exemples un peu d'un changement de cap, si on peut dire, en matière médiatique. Voilà. Faisal Mataoui, je suppose, te connaissant et vu ta fibre journalistique, l'assassinat de Chérine Bouakla restera sans doute l'une des images fortes de cette année 2022, mais également la médiatisation du Qatar qui a subi quand même des campagnes haineuses de la part de certains médias occidentaux, parce que ça a été la première Coupe du Monde organisée par un pays arabe. Oui, c'est ce qui s'est passé en Palestine avec l'assassinat de Chérine Bouakla, le silence qu'on a tenté d'imposer ensuite et la manière avec laquelle on a tenté d'échanger le cours de l'enquête, etc., ça dénote effectivement qu'il y a les deux poids, deux mesures. C'est vrai que beaucoup de journalistes sont menacés dans le monde, mais le fait qu'on tue un journaliste en plein travail avec un casque et un gilet précisant qu'il s'agit de la presse, c'était bien sûr un assassinat délibéré. On a vu comment on a commenté cela. Si cet assassinat a eu lieu dans un pays arabe, la réaction aurait été bien sûr différente. Et avec ce que vous avez évoqué, le Qatar et les attaques qu'a subi cet émirat, on a parlé d'un mondial en plein désert, on a parlé d'un pays Qatar bédouin. qui est directement lié à Chérine Bouakla, puisque c'est une journaliste d'Al Jazeera. Oui, absolument. Et donc ces attaques ont été bien étudiées, parce que malgré le succès du mondial, tout le monde a vu que cette compétition internationale était une réussite, y compris les gens honnêtes dans la presse occidentale l'ont reconnu, l'ont dit. Mais malgré cela, on a bien sûr continué à parler d'autres choses liées à ça, parce que c'est lié aussi à tout ce qui se passe en Ukraine, avec la crise en Ukraine ou la guerre en Ukraine, un Occident ou une Union européenne qui découvre qu'elle pourrait être dépassée par d'autres pays, par d'autres États plus puissants et qui sont en émergence, comme maintenant ils ne sont plus en émergence, ils sont en train de s'installer, comme la Turquie, comme l'Inde, comme le Brésil, comme la Russie, comme le groupe du BRICS, et l'Algérie voudrait adhérer à ce groupe. Donc tout ça fait que les Occidentaux utilisent tous les stratagèmes pour souligner qu'ils ne veulent pas perdre la posture qu'ils ont eue après la Deuxième Guerre mondiale, pour dire que, bien sûr, on utilise plusieurs cartes, et on a Alida parlé de la mort d'Elisabeth II, qui était effectivement un symbole d'un Occident
dominant. N'oubliez pas que la Grande-Bretagne était un grand empire colonial. Et l'émergence d'autres empires qui ne sont pas forcément coloniaux agacerait un peu ceux qui ont tracé des théories et des thèses pour dire qu'ils sont là pour dominer le monde pendant longtemps. On a vu comment le président russe a attaqué à plusieurs reprises les Occidentaux. Maintenant, on est en train de comparer, bien sûr, ce qui est totalement faux, le président russe à Hitler, à celui qui a fait changer l'ordre européen pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais je pense que l'année 2002, l'un des faits marquants, c'est cette guerre, c'est cet Occident qui se découvre en pleine guerre avec le reste du monde. Parce que tout le monde n'a pas suivi l'Union européenne et Bruxelles par rapport à la crise en Ukraine. L'Afrique a eu des postures parfois qui c'est aussi lié que la Russie soutient certains pays arabes dans le développement, dans l'aide, que ce soit logistique ou militaire, de certains pays dans la région et qui font justement figure de pays en voie de développement. Donc, oui, parce que l'Afrique maintenant, elle cherche aussi... La Russie s'installe, pour être plus précis, la Russie s'installe en Afrique. Pas uniquement la Russie, il y a aussi la Turquie, il y a aussi la Chine, il y a aussi les États-Unis, il y a d'autres... Les pays du BRICS, si on peut. Oui, c'est le BRICS, et la guerre, le fond de la guerre, bien sûr... Bon, elle est économique. Bien sûr, elle est économique, elle est liée à l'énergie. Tout le monde a peur que Et bien sûr, l'eau. On en parlera tout à l'heure du film d'Avatar, parce que c'est un film qui évoque cette question. Le film s'appelle La Voix de l'eau. Et donc, parce que l'eau, ça sera les guerres de futur, tout le monde le dit. L'Afrique, il se trouve que l'Afrique, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de fleuves, en Asie également, et tout ça fait que dans le futur, on va aller vers des guerres qui ne seront pas conventionnelles, et on utilisera, laissez-moi vous dire, tous les moyens. Oui. Alors, Sofiane Baroudi, justement, l'une des images importantes de cette année 2022 a été également la fin du Covid, mais également la disparition de la reine Elisabeth. Ces deux événements sont un peu, ont fait les unes des journaux, des médias, et on peut dire, ont un petit peu cassé le rythme avec la guerre en Ukraine. Moi, je pense que c'est des événements qui sont en réalité aussi liés au conflit de haute intensité en Ukraine, qui, si vous voulez, entraîne un peu tout le continent et aussi le monde entier dans une nouvelle logique, une nouvelle reconfiguration. Si vous voulez, le phénomène Covid a provoqué un désastre économique et social tel que les scénarios de conflit potentiel étaient quasiment évidents. Tous les stratèges du monde savaient d'une façon ou d'une autre que l'après-Covid, ça serait éventuellement des nœuds et des chaudrons stratégiques, c'est-à-dire une profusion de conflits qui a commencé par justement le conflit phare, le plus important d'ailleurs, qui est parti pour durer vraisemblablement, qui secoue l'Ukraine et dans lequel par exemple la Grande-Bretagne est un acteur influent, y compris sur le terrain. On peut dire par exemple en 2021 et 2020, le Covid avait marqué un petit peu ces deux années. Et à partir du début de l'année 2022, le Covid commençait à s'estomper juste après le début de la guerre en Ukraine. C'est-à-dire que le lockdown, notamment économique, qu'a provoqué le Covid... La rumeur a fait qu'on a dit que Poutine a un petit peu tué le Covid. Ah oui, mais vous savez, il y a beaucoup de versions qui circulent, y compris, par exemple, aussi c'est un événement important, il y a une affaire aux États-Unis, y compris actuellement, qu'on appelle QAnon, et c'est un réseau qui revendique ouvertement le fait que la pandémie du Covid a été une pandémie qui a été directement, si vous voulez, orchestrée, qu'il s'agit en réalité d'une attaque d'ordre viral, biologique, si vous voulez, biologique ou viral. Ça relève aussi des théories du complot, parce qu'il y en a beaucoup. Oui, c'est des conspirationnistes. Et conspirationnistes, il se trouve que la pandémie est toujours là. En Chine, il y a des cas il y a en Iran aussi. C'est une pandémie maintenant qui est entrée dans un cycle pratiquement normal, entre guillemets, parce qu'il y a les vaccinations. Et on a vu aussi que les vaccinations, le mouvement intensif des vaccinations n'a pas vraiment servi à freiner cette pandémie qui a caché d'autres problèmes, parce qu'il y a des problèmes de la famine en Somalie, qui en parlent. Il y a eu beaucoup de morts aussi au Yémen.
Au Yémen. Même au-delà de la pandémie. En Irak plutôt, en Afghanistan. Au Yémen aussi. Hein. Et au Yémen, la famine tue aussi des personnes, mais la famine n'apparaît aussi en pas Éthiopie. malheureusement dans... Moi, ce que j'ai salué, c'est que, et la Sofiane en a parlé, c'est que le sommet arabe d'Alger a enfin abordé une question qui est très importante. C'est la sécurité alimentaire du monde arabe. Tout à fait. Le monde arabe dépend en grande partie du blé russe et ukrainien, et la crise de l'Ukraine l'a démontré clairement. Et c'est pour ça que le monde arabe est en... J'espère qu'on va aller vers les stratégies adoptées vers ce sommet pour se sécuriser, parce que ça sera aussi les guerres du futur, la guerre du blé et d'autres guerres, l'eau et d'autres produits. Si on n'arrive pas à assurer une bonne agriculture, le monde arabe a tous les moyens d'assurer son alimentation, le Soudan, l'Algérie, l'Irak, la Syrie, beaucoup de pays qui ont beaucoup de potentialités. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à avoir la souveraineté, parce qu'il y a des pays européens qui parlent de la souveraineté alimentaire. C'est même pas la sécurité. Ça veut dire, maintenant, c'est devenu un sujet très sensible. Souveraineté. J'aimerais juste Oui, rajouter Sofiane. vraiment le plus important dans la pandémie du Covid, ça a été surtout la fermeture internationale et donc une crise économique approfondie du système tel qu'il se configurait jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire du système qui a été hérité de la chute de l'Union soviétique, aussi du libre-échangisme, si vous voulez. Les règles de l'OMC ont été complètement bouleversées par la crise économique qu'a impliqué le Covid. Et il s'agit aussi de retombées sociales très très importantes, notamment sur le vieux continent en Europe, où il y a des crises sociales de premier ordre qui vont certainement connaître des dénouements dans des formes de confrontation. D'ailleurs, même l'impact avec la mort d'Elisabeth II et aussi le lien avec le front ukrainien, c'est que, par exemple, la Grande-Bretagne a connu le gouvernement le plus court de son histoire, cette fois-ci, avec Liz Truss, et qu'il y a vraiment une crise politique en Grande-Bretagne, mais même institutionnelle, Oui. parce qu'il y a aussi des risques de sécession de l'Écosse, un retour du mouvement nationaliste irlandais, etc. Mais en tout cas, il y a vraiment, si vous voulez, un retour de boomerang de la crise économique provoquée par la pandémie qui a subi, si vous voulez, une jonction avec le retour du conflit armé de haute intensité en Europe qui provoque des conséquences internationales qui sont en train de reconfigurer le paysage politique. C'est un conflit qui cache aussi d'autres choses. Vous savez qu'aux États-Unis maintenant, il y a une alerte qui est lancée par les experts, c'est la hausse des morts en raison de la consommation de drogue. C'est devenu un véritable phénomène, les consommations de tous ces derniers mois, et il paraît que ça... Il y a eu même une policière qui est morte parce qu'elle a eu une overdose, parce qu'elle a découvert beaucoup de drogue, elle a eu une overdose, elle est tombée. Oui, absolument. Et en plus, il y a la chute du taux de mortalité, parce que le taux de mortalité aux États-Unis était très élevé. Non, il était très bas par rapport à d'autres pays. Maintenant, ce taux est en train de revenir aux années 1940-1930. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la société américaine, au-delà du progrès économique, au-delà de la force militaire, nucléaire, atomique, tout ce que vous voulez, mais il y a une crise sociale effectivement qui couvre. Et le conflit en Ukraine permet de cacher ce genre de crise. Mais il y a un conflit qui est permanent et qui ne s'arrête pas. C'est un petit peu le conflit ou une guerre médiatique entre l'Orient et l'Occident. Est-ce que vous avez pris conscience justement de cette guerre, surtout avec la Coupe du Monde au Qatar? Oui, la Coupe du Monde du Qatar a dévoilé ça. Elle a mis la lumière sur ça. Parce que les arguments avancés par les Occidentaux, y compris en matière des droits humains, surtout venant d'un pays comme les États-Unis, qui garde des prisonniers depuis 20 ans à Guantanamo. Guantanamo est une horreur judiciaire, est une atteinte grave aux droits, au-delà des personnes qui sont emprisonnées. S'ils sont coupables ou pas, ils n'ont jamais été jugés. Et malgré ça, le département d'État, les États-Unis, continue à donner des leçons en matière des droits de l'homme aux autres pays, notamment les pays arabes. La même chose pour des anciennes puissances coloniales européennes qui n'ont jamais pardonné de ce qu'ils ont fait, ils n'ont jamais reconnu leurs crimes. L'Algérie actuellement, et le président Abdelmadjid Tebboune, dans son dernier interview accordé au journal Le Figaro, qui est un journal de droite, a rappelé que les responsabilités de la France par rapport aux essais nucléaires dans le sud algérien. Il y a plein de choses comme ça, des retombées, si vous voulez, des restes des anciennes puissances coloniales, et qu'on oublie, on oublie tout ça, et on commence à donner des leçons à Qatar sur les droits de l'homme, sur les droits de travailleurs, bien qu'il y ait beaucoup de progrès à Doha sur les droits de travailleurs et sur d'autres questions. Je pense que l'Occident devrait aussi se rappeler son passé. Alors, je voudrais revenir un petit peu à cette question justement de conflit médiatique entre l'Orient et l'Occident en vous montrant ces images en deux temps. Ces images d'un journaliste d'Europe 1, Jacques Vendroux, qui s'est exprimé juste à son arrivée au Qatar. Il a fait une déclaration qui a fait le buzz et qui a fait polémique, et qui est revenu un mois après parler du Qatar, mais
avec un nouveau sentiment. On regarde ça et on revient au débat. Bon, vous êtes bien installé, tout va bien, il n'y a pas de souci, la ville est belle. Il y a beaucoup de mosquées. Oui. si on pouvait... Vous êtes au Qatar. Ça sera coupé au montage, mais c'est du direct. Ça va bien? Très bien, très bien. Vous avez passé un bon séjour? Formidable. Votre passion est intacte? Ma passion est intacte. Votre enthousiasme est Il intact? n'y a rien à changer. 15 Coupes du Monde, il n'y a rien à changer. Bon, et c'était Voilà. bien? Formidable. Le Qatar, c'est... J'ai adoré. Le Qatar, c'est un pays sécurisé, c'est un Non, pays attendez, alors... propre. Ah non, mais écoutez, vous moi, arrivez dans non, mais l'aéroport, moi, je vous dis, puisque vous... c'est m'en formidable. parlez, moi, j'ai passé 40 jours de compétition formidable au point de vue organisation. Il n'y a rien à dire. C'est quand même le seul pays au monde Il n'y a pas eu un où il y a des autoroutes à 6 voies. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est tout ce Il y en a partout. Les 6 voies rentrent dans les stades. C'est nickel. Les parkings sont immenses. Il n'y a pas un vol. Il n'y a pas... Il y a pas un tag. Non, attendez, je vais vous raconter une Il n'y a pas petite un anecdote. tag. Il y a un de mes confrères qui a laissé son sac avec carte de crédit, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, dans le métro. Il va au commissariat. Ne vous inquiétez pas. Toc, 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 toc. Dans 1 heure, vous avez tout. 1 heure après, le mec, il avait tout. Oui, bien sûr. Ah non, maintenant, ils ont... Ah, bon, c'est pas Porte de la Chapelle, hein. Ah non, pas du tout. On n'est pas... Voilà, c'était le témoignage du journaliste d'Europe 1, Jacques Vendroux, qui avait fait polémique au départ à son arrivée à Doha, à l'ouverture de la Coupe du Monde au Qatar, en disant, voilà, est-ce que tout va bien? Il a dit oui, tout va bien, sauf qu'il y a trop de mosquées. Il a oublié qu'il était dans un pays musulman et surtout que l'islam est la première religion au Qatar. Et ensuite, 30 jours après, il est revenu sur le plateau de CNews, hein. Il était l'invité dans les 2 cas de l'émission de Pascal Praud et ça a fait polémique puisque Jacques Vendroux est revenu un petit peu sur ses déclarations, ses critiques sur le Qatar en disant voilà, finalement le Qatar est un pays très développé, très organisé, qu'il a réussi sa Coupe du Monde, ce qui a déplu un petit peu à Pascal Praud. Ces 2 images signifient tout, un petit peu. Signifie tout, signifie le degré d'ignorance qu'ont certains journalistes européens, pas forcément français, parce que les principales attaques contre le Qatar sont venues de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, sauf qu'il y en a raison, est devenue une puissance offensive. Il y a beaucoup de travail fait par les services secrets britanniques en Ukraine, tout le monde le sait, et c'est écrit par des experts. Et donc ces attaques témoignent effectivement d'un degré d'ignorance, parce que ce serait bien de faire parfois le déplacement d'aller faire du reportage sur place, de voir sur place comment les choses évoluent au lieu de se contenter. Mais parfois, ils font des reportages sur place, mais ils donnent un autre évidemment, avis. bien sûr, il y a toujours des orientations. Mais évidemment, lorsque l'Allemagne est allée signer un accord gazier, alors que l'équipe d'Allemagne a eu un comportement scandaleux, et tout le monde l'a condamné, y compris la FIFA, lors des premiers tours du mondial, tout le monde a applaudi cet accord gazier, parce qu'il se trouve que le Qatar est un des principaux fournisseurs de l'Europe en matière du gaz. Lorsqu'il s'agit d'intérêt, le pays devient intéressant. Et lorsqu'il n'y a plus d'intérêt avec ce pays, on devient menaçant. Oui, mais parce que ça devient agaçant avec le temps. Ça devient agaçant, c'est donneur de leçons. Mais ça ne crédibilise pas bien sûr, les journalistes, et surtout les médias. Hein. Des diplomaties de donneurs de leçons qui, à chaque fois, lorsqu'il s'agit de pays africains, ou pays arabes, ou pays musulmans, ou parfois pays asiatiques, on est là à donner des leçons, montrer ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire. Même le Vatican s'est mis dans l'affaire. Le Vatican, quand il parle de... je pense qu'il y avait un message de Noël, etc., quand il parle du reste du monde, c'est bien de faire un message de paix, mais arrêtez de donner des leçons aussi, parce que il se trouve que les pays africains, les pays arabes, ils ont aussi des civilisations qui viennent de très loin, beaucoup, et qui ont des héritages culturels et qui peuvent aussi se prendre en charge sans besoin d'avoir des maîtres qui doivent leur montrer ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Reda Harirash, ce genre d'image témoigne justement du fossé qui existe entre l'Occident et l'Orient. Ce fossé, il est dû au fait qu'il y a une image qui a de tout temps été instrumentalisée. Il y a cela une décennie, le Qatar avait servi de couteau suisse pour les pays occidentaux afin de semer un peu la pagaille dans la région avec les révolutions dites arabes.
Donc, à partir du moment où le Qatar était là pour servir l'agenda exclusivement des pays occidentaux, ce pays n'était pas indiqué du doigt. On a vu comment le Qatar, notamment avec la chaîne Al Jazeera, a joué un rôle moteur auprès des opinions publiques arabes, donc aussi bien en Égypte avec la chute de Hosni Moubarak, qu'en Libye avec la chute du colonel Kadhafi, en Tunisie avec le départ de Ben Ali et dans d'autres cas de figure. Et à partir du moment, bien sûr, où le Qatar pousse un peu trop loin ses pions et que ça a touché notamment un pays voisin, à savoir l'émirat de Bahreïn, à ce moment-là, on a sifflé la fin de la récréation. Et le Qatar a dû carrément changer de souverain, puisque Tamim est le fils de son père, le prédécesseur. Et ce jeune prince-là, il a décidé d'opter pour une autre direction et de faire de son pays un pays plutôt pacifique à travers l'organisation d'une Coupe du Monde. Il s'est montré ambitieux. Et il ambitionne aussi d'organiser, pourquoi pas, les Jeux olympiques en 2035. Il se veut davantage consensuel, il préfère aller dans le sens de l'unité, pourquoi pas, du monde arabe. Et donc, ça ne fait pas le jeu ça n'arrange pas les affaires de ces pays occidentaux, surtout au moment du déclenchement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Le Qatar, à l'instar des autres pays arabes producteurs de pétrole et de gaz, ont préféré garder une certaine neutralité. Oui. Et je dis bien neutralité parce que finalement, entre les États-Unis et la Russie, il y a une vraie neutralité. Pourquoi ? La Russie de Poutine, par exemple, avant-hier, lorsque Netanyahou a été élu et a été confirmé en tant que Premier ministre en Israël, eh ben, il a été félicité par Poutine. Pourquoi ? Parce qu'il y a 1 million de juifs russes originaires de Russie et que la Russie préfère garder une certaine elle-même neutralité entre la Syrie et Israël dans leurs conflits respectifs. Et donc, à partir de ce moment-là, les pays arabes aussi sont en train de se positionner en fonction de leurs propres intérêts, de manière à ne plus servir les différents agendas respectifs, revenir à une posture qui est proche de ce qu'étaient les non-alignés au cours des années 70, c'est-à-dire ne pas faire la guerre par procuration pour le compte d'autres puissances. Avant de passer la parole à Sofiane Baroudi, je voudrais revenir et rester plutôt sur CNews et voir cette seconde vidéo qui a fait polémique aussi et qui évoque justement la problématique ou l'amalgame sur les musulmans sur le plateau de CNews. Bien sûr, c'était un débat consacré sur la délinquance juvénile que le chroniqueur Jean-Claude Dacier s'est exprimé et il a fait vraiment une polémique qui n'en finit pas et qui a fait réagir la direction justement de CNews. On regarde ces vidéos et après on revient au débat. Je préfère mon. Mais c'est un choix qui est leur. Pas tous en même temps, pas tous en même temps. Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils savent même pas ce que le mot veut dire. On leur apprendra ce que c'est. Enfin, oui, c'est ça. Ou alors c'est ma conviction. On va pas y arriver parce que c'est trop compliqué. Les cultures sont trop éloignées l'une de l'autre ou l'une des autres, et on va tout doucement vers une société communautaire, à l'anglaise ou à l'américaine. Bonsoir docteur Jérôme Marty, vous êtes le président de l'UFML, l'Union française pour une médecine libre. Merci d'avoir accepté notre invitation sur CNews et sur Europe 1. On ne fait pas la grève avant de discuter. Vous dit François Braun, est-ce que vous vous sentez insulté? Alors, juste avant toute chose, je voudrais vous parler de Rachida, de Gaouti, de Nadia, de Mohamed, de Lofti, de Radouane, de Samira, de Sofia. C'est des gens qui sont médecins, qui sont infirmières, qui sont ASH, qui sont aides-soignants, et qui ont dû se sentir profondément insultés par les mots qu'a tenus Jean-Claude Dacier hier à l'égard des musulmans de France, qui a dit « mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils ne savent même pas ce que ce mot veut dire enfin ». Bon, Jérôme, c'est pas le débat là. Je voudrais les assurer de ma solidarité en tant que médecin chrétien, et leur dire cela, parce qu'on bosse tous les jours avec eux.
Bonjour à tous, bienvenue dans La Belle Équipe. Avant de commencer l'émission, je souhaitais revenir sur les propos de Jean-Claude Dacier tenus ce mardi 27 décembre sur ce plateau. Je faisais alors réagir mes invités autour d'un débat intitulé « Violence des jeunes, comment dire stop ?» Après avoir échangé autour de la volonté de certains députés LR de responsabiliser les parents de mineurs mis en cause, le chroniqueur Jean-Claude Dacier a exprimé son opinion, je cite « Mais les musulmans, ils s'en foutent de la République, ils ne savent même pas ce que le mot veut dire. » Je souhaitais vous dire que ces propos n'engagent que lui et en aucun cas la chaîne ni la rédaction de CNews. Voilà, c'était la polémique Jean-Claude Dacier qui s'exprimait sur le plateau justement de CNews et qui avait fait une déclaration un petit peu... disons, polémiste, en disant les musulmans se foutent de la République. Il parlait en fait justement des délinquants. Hein. Ça n'a rien à voir avec les musulmans puisque c'est une amalgame, encore une fois, sur les musulmans et ça fait réagir la société maghrébine et arabo-musulmane en France, et notamment SOS Racisme, mais également d'autres organisations musulmanes. Et bien sûr, aussi, ça fait réagir tous les acteurs de la société un petit peu maghrébine en France, Sofiane Baroudi. Ça témoigne vraiment d'une conjoncture qui confirme, si vous voulez, une vraie profusion des idées islamophobes. D'ailleurs, il y a une autre affaire dans ce sens-là. La mosquée, la grande mosquée de Paris, a annoncé qu'elle allait déposer plainte contre un écrivain contre Michel Houellebecq, qui a tenu aussi des propos incendiaires et d'une islamophobie complètement, si vous voulez, hallucinante et sidérante. En plus, dans une revue qui est censée être une revue de gauche gérée par un intellectuel qui s'appelle Michel Onfray. Et donc, l'affaire devra se poursuivre dans les tribunaux. Mais ça renseigne aussi, si vous voulez, sur un climat très, très délétère et sur une islamophobie qui commence vraiment à devenir dangereuse parce qu'il y a aussi des attaques violentes qui sont perpétrées contre la communauté musulmane. Et ce qui est le plus effrayant, c'est que l'idée d'islamophobie, si vous voulez, notamment l'opposition des musulmans et de la République, est une vieille idée colonialiste qui a animé, si vous voulez, tout le régime colonial, notamment en Algérie, qui était un régime, il faut le dire, construit sur l'islamophobie complètement. Et c'est un retour justement de ces idées-là qui sont portées par une extrême droite de plus en plus conquérante. D'ailleurs, il y a un élu, un parlementaire du Rassemblement national qui a été récemment désigné au groupe d'amitié algéro-français, alors que c'est un ancien de l'OAS, d'ailleurs, qui n'a pas arrêté de glorifier José González. Exactement, une organisation criminelle, fasciste et terroriste qui s'appelle l'OAS. Ça fait se poser des questions et ça implique aussi une nécessité, si vous voulez, c'est dit, y compris par le recteur, par exemple, de la Grande Mosquée de Paris, de la nécessité d'organiser véritablement la communauté musulmane en France. Et pour éventuellement essayer de, si vous voulez, de je rappelle que Jean-Claude Dacier n'est pas un simple chroniqueur. Il a été DG de LCI, directeur de l'info de TF1, surtout président de l'OM entre 2009 et 2011. Donc c'est quelqu'un qui connaît la communauté maghrébine en France. Salim, CNews, c'est pas nouveau. CNews a servi la soupe, on l'a dit. Actuellement, il est membre du comité éditorial de Valeurs Actuelles, à la ligne éditoriale conservatrice, extrême droite. Dans laquelle est impliqué Éric Zemmour et Mario Maréchal Le Pen. C'est le même club. C'est le même club, disons. Qui sert la soupe parce que la dernière fois. C'est l'organe de l'extrême droite. Absolument. C'est l'extrême droite et ça appartient à Bolloré, qui est un homme très conservateur et qui, maintenant, qui est critiqué sur ses affaires en Afrique parce qu'il paraît que. Justement, Bolloré quand on dit Bolloré, CNews appartient au groupe Canal+, et à Bolloré, et c'est une chaîne qui était de gauche et elle a viré à droite, à l'extrême droite. Elle a été récupérée parce que le Bolloré et beaucoup d'hommes d'affaires avaient besoin de ce canal, qui bien sûr dessert parfois de la haine. Bien sûr, il y a des journalistes qui sont honnêtes, qui font leur travail correctement, on ne peut pas généraliser, mais le discours général, la ligne éditoriale, est toujours la même, c'est d'attaquer les communautés africaines, les communautés arabes, musulmanes. Et dernièrement, lors du mondial, il y a eu des affrontements, il y a eu des échauffourées. On a tout de suite accusé. On en a parlé justement sur Mediapro. Oui, on a tout de suite accusé les supporters marocains, maghrébins, arabo-musulmans, alors qu'il y avait des ultras de l'extrême droite, et c'est rapporté par la presse française, qui avaient provoqué les supporters. Mais une fois les journalistes, je la cite, Léa Salamé, dès qu'elle a évoqué cette question dans un plateau, elle a été attaquée. J'ai vu même les commentaires haineux contre elle.
parce qu'elle est d'origine arabe sur les réseaux sociaux. Donc il y a un discours qu'on veut imposer en France, c'est de dire que les mauvais sont toujours au bon côté, les méchants sont toujours dans un certain coin, et les bons sont toujours d'un certain côté, et d'un certain côté, j'allais dire. Et ce qu'a dit Sofiane a raison, parce qu'il y a une émergence d'une extrême droite, pas uniquement en France, même les modèles, c'est Trump, c'est Bolsonaro, c'est Orban en Hongrie, etc., qui sont en train de jouer sur les vagues de la peur, profitant de la guerre en Ukraine, profitant de ce qui se passe sur la scène de l'énergie, etc., pour justement stigmatiser les personnes non européennes sur le territoire européen. Reda Harirash. L'émergence de cette extrême droite ne... Surtout comme dans un canal aussi qui a été construit à la base de la gauche. Hein. En fait, ce vent réactionnaire ne concerne pas uniquement que les partis ou les mouvements d'extrême droite. Il y a cela une semaine, je crois, un peu plus d'une semaine, il y a eu un vote au sein des Nations Unies pour condamner l'idéologie nazie. Et il y a une cinquantaine de pays essentiellement occidentaux, en majorité, qui ont refusé de condamner l'idéologie nazie, entre autres la France. Pourquoi ? Parce que c'est la Russie qui a soumis cette question-là, c'était à l'ordre du jour. Donc, pour réagir à cette proposition russe qui est régulièrement ce vote et la question du nazisme est débattue régulièrement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et bien cette fois-ci, les États-Unis, la France et d'autres pays du champ occidental ont refusé de condamner cette idéologie-là. Donc, quand on refuse de condamner l'idéologie nazie, il ne faut pas s'étonner de voir des mouvements qui commencent à propager tout et n'importe quoi. Et donc, ça crée un climat délétère. Mais il y a un autre point aussi, ça montre qu'il y a une fragmentation du champ politique français et qui indique qu'il n'y a pas de consensus. Il n'y a aucun consensus par rapport, je dirais, au cap politique et économique que doit suivre la France. Il y a un conflit qui oppose donc les pays occidentaux à la Russie. Et les pays occidentaux et les opinions publiques occidentales découvrent qu'elles sont assujetties à un agenda américain, mais qui a des conséquences sur ces populations-là. Donc, on est à la recherche d'un bouc émissaire, idéal, que ce soit à l'occasion d'un match de football ou à l'occasion d'un autre fait divers. Voilà. Plutôt, Faisal Matawi, on a remarqué qu'aujourd'hui, les chaînes d'information françaises, BFM TV et CNews, occupent l'essentiel de l'actualité politique et surtout commenter l'actualité ou toute information internationale sur le territoire français, mais aussi international. Alors, que fait aujourd'hui le rôle de la télévision publique française ? On a remarqué un recul constant de France Télévisions, même si aujourd'hui elle a une chaîne d'information qui dépend d'elle, c'est France Info. Cette télévision publique ne remplit plus le rôle justement de transmettre la véritable information et surtout commenter. On a vu une vidéo la semaine passée, je crois, où le journaliste de France Télévisions avait juste donné le chiffre des Français qui se manifestaient aux Champs-Élysées sans parler des manifestations, des heures, etc. Ce qui a rendu en colère Pascal Praud, qui avait dénoncé le fait que le commentateur ou le présentateur du JT de France 2 n'a pas parlé justement des heures sur les Champs-Élysées. Oui, mais les médias publics français sont parfois critiqués effectivement par ceux qui suivent les médias, parce qu'il y a beaucoup d'observateurs de médias en France. France Info est une chaîne maintenant multi-support, parce que à l'origine c'est une radio. Maintenant elle a une télévision, elle a un site électronique qui est très très suivi. Et d'ailleurs la radio la plus écoutée actuellement selon les derniers chiffres, c'est France Inter, qui est une radio publique. Et France Inter est une chaîne où il y a quand même beaucoup d'opinions qui s'expriment, où les politiques de droite sont critiquées, il y a même des chroniqueurs qui ont beaucoup de liberté. Ce n'est pas le cas des radios comme Europe 1, une radio qui est en train de chuter dans les sondages, qui est une radio proche de la droite, mais effectivement, il y a une critique par rapport à ça, par rapport à la question. D'ailleurs, tous les médias sont critiqués, pas les médias classiques,
qu'on appelle les médias classiques, mais pas uniquement en France, mais en Europe et aux États-Unis. Aux États-Unis, contrairement à l'Europe, il y a beaucoup de médias alternatifs, y compris dans la presse écrite. Le New York Times reste un journal de référence parce qu'il y a beaucoup d'opinions qui s'expriment dans ce journal. Ce n'est pas le cas de tous les journaux en Europe, et donc je pense que c'est un défi qui est posé à tous les médias actuellement avec l'accélération de l'actualité, avec ce qui se passe en Ukraine. Les médias ont été critiqués par le fait de ne fournir qu'un seul point de vue par rapport à la guerre en Ukraine. Volodymyr Zelensky, qui est le président d'Ukraine, il est sur tous les écrans sans jamais être contesté ou remis en cause. Et donc c'est effectivement un débat qui est posé aux médias aujourd'hui à travers avec l'accélération de ce qui se passe dans le monde. De toute façon, c'était des critiques qui étaient fondées justement sur le traitement de l'information dans les médias français, des choses qu'on commente ou décryptant chaque semaine justement sur Mediapro. On vous donne rendez-vous justement la semaine prochaine pour parler d'autre chose que d'audiovisuel. Je pense qu'on va revenir sur un phénomène qui a marqué le début de l'année 2023. On en saura un peu plus dans l'émission de la semaine prochaine sur Mediapro. Merci messieurs. Bonne année encore une fois. Bonne année. Merci. J'espère que cette année 2023 va vous sourire. Bonne année. Restez branchés sur Al 24 News. Bonsoir.